Je m'appelle Michel Zinc, je suis professeur au Collège de France et ma chaire est intitulée « Littérature de la France médiévale », littérature au pluriel, pour dire que je fais de la littérature de langue d'Oïl, de Languedoc et aussi du latin. Et je suis aussi académicien, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et je suis le secrétaire perpétuel de cette académie. Je me souviens très bien de ma première visite à Fontevraud, et pourtant elle remonte à bien longtemps. C'était à Pâques de 1968. On ne prévoyait pas qu'il y aurait des événements peu après, et je faisais paisiblement un petit voyage pour visiter des églises romanes du Poitou et de Saintonge, et j'avais commencé par Fontevraud. Mes deux domaines de prédilection dans la littérature médiévale sont d'une part la poésie lyrique, et en particulier celle des troubadours de Languedoc, et d'autre part la littérature religieuse. Et donc Fontevraud va très bien pour la littérature religieuse, mais en même temps, c'est le lieu où repose Aliénor d'Aquitaine, grande protectrice des troubadours, mère de grande protectrice des poètes, les comtesses Marie de Champagne et Élise de Blois, et de grands amis protecteurs des troubadours, le jeune roi Henri et Richard Cœur de Lion, qui ont passé toute leur vie en terre d'oc. Mais le lien est encore plus étroit parce qu'on a supposé qu'il y avait eu comme une rivalité autour de la séduction féminine, peut-on dire, mais entendue de diverses façons, une rivalité entre Robert d'Arbrissel, le fondateur de Fontevraud, et Guillaume IX le troubadour, le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, Guillaume, comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, qui est le premier troubadour connu. On a supposé que voyant ses femmes et ses maîtresses successives, et même sa fille se convertir, comme on disait à l'époque, et entrer à Fontevraud, eh bien le truculent, l'obscène Guillaume IX, dont les chroniqueurs de l'époque parlent avec horreur, aurait inventé cet idéal de l'amour et cet idéal de la poésie, capable de retenir dans le monde les dames en leur proposant des mœurs plus douces et un respect plus grand que ce dont elles avaient l'habitude jusque-là. L'hypothèse est un peu tirée par les cheveux, mais qu'il y ait eu une évolution de l'attitude à l'égard des femmes à cette époque, ça ne fait pas de doute. Cette poésie n'est pas une poésie si légère. Cette poésie, elle a modelé l'idée que nous nous faisons de l'amour, elle a modelé l'idée que notre civilisation a eue de l'amour et de la passion amoureuse pour des siècles jusqu'à nos jours. Et elle a modelé aussi notre idée de la poésie, l'idée que la poésie c'est d'abord chanter l'amour, l'idée que les souffrances de l'amour doivent se retrouver dans les contorsions, pourrait-on dire, dans la complexité, dans les tensions du langage poétique lui-même. Et on ne pourra jamais surévaluer l'importance que ces troubadours de Languedoc ont eue dans la civilisation européenne. Ah non, je suis assis avec désinvolture, mais c'est comme ça qu'on m'a dit de m'asseoir, au pied d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, Dieu merci, ne me regarde pas et ne me voit pas, elle lit. Elle lit en un livre, comme dit une chanson du XIIIe siècle. Quel est ce livre? On pourrait penser que ce sont des poèmes des troubadours. Certainement pas. D'abord parce que le gisant d'Aliénor d'Aquitaine ne peut lire qu'un livre édifiant. Ensuite, parce que les poèmes des troubadours étaient des chansons. Elle les entendait chanter. Ce ne sont pas eux, ce n'est pas l'un d'entre eux que lit Aliénor. Elle lit un livre indifférent, un psautier sans doute, ou bien l'office des morts, par une sorte de mise en abîme de sa propre situation. Mais peut-être pensait-elle à autre chose en même temps, aux chansons des troubadours, comme la belle dohette de la chanson de Toile, belle dohette à la fenêtre se sied, lit en un livre, mais au cœur ne l'en tient, de son ami Dohon lui ressouvient qu'en autre terre est allé tournoyer. Peut-être faisait-elle la même chose.